La capsule que nous allons développer ici vise à vous donner des prérequis pour mieux comprendre les différentes lignes de protection de l'enfant. En effet, généralement, autour de l'enfant, pour lui permettre de grandir, on va retrouver d'abord des acteurs qui sont les acteurs principaux de cette évolution, à savoir ses parents, la famille au sens large, et puis nous allons avoir successivement différents niveaux de protection de l'enfant qui vont de l'aide sociale générale et de la justice civile à l'aide spécialisée au niveau du conseiller de l'aide à la jeunesse, et puis tout en haut de la pyramide, nous retrouvons la protection de la jeunesse avec le juge de la jeunesse à Bruxelles, le juge de la jeunesse et le directeur de la jeunesse dans des rôles qui doivent s'accorder au niveau de la communauté française hors Bruxelles. Alors, pourquoi est-il important d'identifier ces différents étages, différents niveaux de protection de l'enfant? Simplement parce que les modes opératoires, les règles de ces différents niveaux d'intervention ne sont pas les mêmes. Et puis parce que, comme vous le voyez dans le schéma qui est en annexe, ces niveaux sont mis de manière pyramidale. Autrement dit, ils ne doivent intervenir que de manière supplétive pour aider, soutenir, parfois pallier aux difficultés ou manquements du niveau précédent. Cette logique est vraiment fondamentale si vous intervenez en aide et protection de la jeunesse, parce qu'elle doit nous pousser, d'une part, à identifier le niveau de protection où l'on se trouve. Sommes-nous devant un juge de la jeunesse qui peut prendre des mesures contraignantes? Sommes-nous devant un conseiller de l'aide à la jeunesse où ce qui est à l'œuvre, c'est une aide volontaire, acceptée? En termes de secret professionnel, des acteurs de l'aide sociale générale peuvent-ils sans problème parler à un directeur, un conseiller ou un juge? Quels sont les services qui interviennent? Sont-ils les mêmes en tant que services mandatés ou non mandatés? Ou bien peut-on imaginer que tous les services mandatés interviennent, que ce soit au niveau de la protection de la jeunesse ou bien du conseiller de l'aide à la jeunesse. Donc vous le voyez, il y a une vraie importance à connaître les règles du jeu, les intervenants que l'on va croiser selon le niveau de protection de l'enfant auquel on se trouve. Notre action doit, si possible, et donc si ce n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant, permettre que celui-ci puisse rester ou revenir dans le premier niveau de protection qui doit l'entourer, son milieu de protection naturel, qui est sa famille. Et c'est pourquoi il y a lieu, lorsque l'on intervient dans un niveau de protection supérieur, de se poser à tout moment la question, au début mais aussi pendant notre intervention, parfois quelques années plus tard, sur la nécessité d'avoir ou de rester dans ce niveau de protection. Ainsi, si une situation était une situation de crise qui a commandé qu'en urgence un tribunal de la jeunesse soit saisi et que la crise n'étant pas passée, les tensions étant très fortes, on est resté à Bruxelles devant le tribunal de la jeunesse, on peut peut-être imaginer que 1, 2 ou 3 ans après, la situation, grâce à l'intervention des différents services, a évolué et que par conséquent, le recours à la contrainte qu'implique le niveau du tribunal de la jeunesse, ce recours n'est plus nécessaire. Et donc à ce moment, un retour vers l'aide volontaire ou peut-être la mise en place simplement d'une aide sociale générale avec des services de première ligne autour de la famille ou dans d'autres cas le fait que au niveau du tribunal de la famille, donc au niveau de la justice civile, on ait réglé les problèmes, permet de dire que tout compte fait, cette exception dans la vie privée familiale qu'est le passage devant le tribunal de la jeunesse ne se justifie plus et que donc cette protection-là peut désormais cesser. Donc, point important, il y a 4 niveaux avec des règles et des acteurs spécifiques pour chacun de ces niveaux. Ces niveaux s'articulent de manière supplétive et notre action
doit permettre un retour au niveau strictement du giron familial, bien sûr, pour autant que ce soit possible, autrement dit, pour autant que ça ne mette pas en danger l'enfant et que ce ne soit pas totalement contraire à son intérêt. Premier niveau de protection, d'épanouissement de l'enfant, c'est bien sûr sa famille. Nous l'avons dit, c'est là normalement que dans une sorte de contrat social en réalité entre la société et la famille, eh bien, il va y avoir une gestion donnée aux deux parents, père et mère, donc de l'enfant, gestion qui se fera par le biais de ce qu'on appelle des droits-fonctions, l'autorité parentale, nous le verrons un peu plus tard, et c'est à eux qu'il revient de faire grandir, d'éduquer l'enfant pour petit à petit l'amener au stade adulte. Alors, soyons clairs, le concept de famille, nous le savons tous, a évolué avec le temps et la famille avec deux parents et une ribambelle d'enfants est évidemment quelque chose qui est de moins en moins la norme et nous avons des familles protéiformes qui sont présentes et qui toutes sont évidemment dignes d'intérêt. C'est d'ailleurs pour ça que certaines vignettes abordent le regard de la Cour européenne des droits de l'homme sur la notion de famille et l'on voit que dans la jurisprudence de la Cour, ce qui est somme toute plus important, c'est la vie familiale comme telle, plus que l'institution famille. Et donc une vie familiale qui peut prendre différentes formes, différentes configurations de famille, mais qui est à protéger. Le droit de vivre en famille, le droit de faire famille est une obligation, mais une obligation positive imposée aux États qui doivent mettre en œuvre des politiques visant à permettre que cette vie privée et familiale puisse se dérouler dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait pas, sauf si c'est nécessaire, notamment dans l'intérêt de l'enfant, qu'il n'y ait pas d'entrave à cette vie privée familiale. Le deuxième élément sur lequel je reviens par rapport à ce pôle famille, c'est bien sûr le concept d'autorité parentale, c'est-à-dire ces droits-fonctions qui sont donnés au père et mère de l'enfant ou, dans certains cas, à un tuteur, à un protuteur en cas de déchéance, voire même une famille d'accueil lorsqu'une convention est passée entre la famille d'accueil et les parents de l'enfant. Alors cette autorité parentale, si on y réfléchit bien, ce sont des droits extrêmement importants puisqu'ils permettent à une personne de gérer, de donner des lignes directrices à la vie d'une autre personne qui est mineure, donc qui a moins de 18 ans. C'est ce qui permet à un parent de dire tu sors, tu ne sors pas, même si c'est en réfléchissant avec l'enfant de choisir telle ou telle orientation scolaire, d'accepter qu'il aille chez tel ou tel ami, qu'il fasse tel loisir, etc., etc. Alors nous savons évidemment que plus l'enfant grandit, plus petit à petit il doit devenir autonome dans la gestion de ses droits, de ses capacités, mais il n'en demeure pas moins que c'est aux parents qu'on a confié cette autorité parentale. Alors qu'est-ce que ça implique pour nous en matière de protection de la jeunesse ? Eh bien ça implique différentes choses. Mais de manière principale, cela implique que quel que soit le niveau de protection supplétif où nous nous trouvons, même si nous sommes en protection de la jeunesse avec des mesures contraignantes, eh bien, il y a une nécessité quand même de consulter les parents, de voir, dans le cadre de l'autorité parentale qui demeure la leur, ce que eux décideraient pour leur enfant. Alors la différence dans les différents niveaux de protection, c'est que si l'on n'est pas d'accord, si par exemple un conseiller de l'aide à la jeunesse au niveau du niveau de protection aide à la jeunesse n'est pas d'accord avec des parents, il n'a pas le pouvoir, puisque nous sommes dans l'aide volontaire, de pouvoir décider malgré les parents. C'est une différence avec le niveau de la protection de la jeunesse où s'il y a toujours lieu d'essayer d'activer les parents, de reconnaître leur autorité parentale et donc de demander leur avis, il n'en demeure pas moins que si l'avis évoqué par ses parents est contraire à l'intérêt de l'enfant, est jugé tel, le magistrat va pouvoir prendre une
autre décision par rapport à cet enfant. Un exemple. On imagine qu'un enfant est placé dans une institution et que cette institution se trouve éloignée du lieu de résidence des parents. Mais manifestement, c'est un placement qui va durer parce que les parents ont une série de carences qui fait que un retour est peu probable à court ou moyen terme. Si cet enfant est placé dans cette institution, il doit se retrouver dans une école. Le choix de l'école relève très clairement de l'autorité parentale. L'institution pourrait-elle dire moi on m'a confié un enfant, je l'inscris dans telle ou telle école. C'est un raccourci qui n'est en fait pas exact. Ils doivent en parler avec les parents et proposer l'école, par exemple, avec laquelle en tant qu'institution ils travaillent fréquemment et qui correspondrait aux acquis déjà en possession de l'enfant. Admettons que les parents ne soient pas d'accord avec ça, en disant non, moi, je ne veux par exemple pas une école qui ne soit pas une école, par exemple, catholique, ou bien une école de réseau libre, et que, fondamentalement, ça ennuie un petit peu l'institution, mais que ce n'est pas impossible. Il y a des écoles répondant aux critères des parents dans la région proche de l'institution. Si ce débat est amené devant le mandant, nous sommes dans le cas de la contrainte, eh bien, le mandant devra normalement dire que, sauf si ça rend difficile et impossible le placement dans cette institution, le choix des parents doit être priorisé. Pourtant, de nouveau, que ce choix ne soit pas contraire, par exemple, à l'intérêt de l'enfant, bien sûr, mais par exemple au choix d'orientation religieuse de l'enfant ou résulte d'une dispute entre les parents. Mais à défaut, on doit écouter cela. Ces parents diraient non, moi je veux que l'enfant revienne à Bruxelles. Vous l'avez placé en institution loin de Bruxelles, donc moi je demande qu'il revienne à Bruxelles. Eh bien, on va écouter ces parents, on va voir que leur décision dans le cas de l'autorité parentale serait par exemple le choix de telle école à Bruxelles, mais que ce choix est hélas incompatible avec la mesure principale qui est ce placement qui, pour des raisons X ou Y, est en dehors de Bruxelles, par exemple à Namur, à Liège ou ailleurs. Et donc dans ce cadre-là, le juge pourra choisir de ne pas suivre la décision des parents, des rectorés, pour ne pas suivre la décision des parents, parce que dans l'application de la mesure, eh bien, la demande des parents relevant de leur autorité parentale n'est pas possible et mettrait à mal la mesure principale. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? Parce que nous devons y être attentifs. Alors, il est vrai que dans une série de situations, nous nous trouvons avec des parents qui sont eux-mêmes en difficulté, soit peu ou pas atteignables, soit tout le temps en conflit avec les différentes institutions ou services qui interviennent. Il n'en demeure pas moins que, sauf déchéance de l'autorité parentale, il faut se retourner vers eux, ils sont le socle de la pyramide et donc il faut essayer de les mobiliser, réfléchir avec eux et voir en quoi, dans le cas de leur autorité parentale, ils peuvent à tout le moins participer, mais en réalité, au départ, prendre les décisions concernant leur enfant. C'est quelque chose qui est quand même parfois oublié. Le cas classique, c'est une institution qui tarde, il y a une décision à prendre, et puis on demande vite à un juge ou un directeur de prendre cette décision sans même avoir consulté les parents. Ce qui aura généralement d'ailleurs un impact ensuite sur le partenariat, le sentiment de respect qu'auront ces parents, quelles que soient leurs difficultés par rapport à l'institution qui héberge leur enfant. Ce sont des occasions manquées. Alors bien sûr, dans certains cas, il y a urgence. Il y a nécessité d'avancer dans une situation qui a essayé de contacter les parents mais qui n'a plus ni téléphone, ni adresse mail, ni même adresse de ses parents, immanquablement va devoir se tourner vers un mandant qui a autorité pour faire cela, mais il convient toujours de se retourner vers les parents. Un autre domaine où c'est important de ne pas oublier cette règle, c'est bien sûr le domaine médical. Même pour un enfant placé, puisque lorsque l'enfant est à la maison, ce sont ses parents évidemment qui vont tout de suite prendre ces décisions, mais même pour un enfant placé, lorsqu'il y a des choix médicaux importants, pas d'aller soigner une grippe chez le médecin ou d'avoir un suivi d'appareil dentaire, mais lorsqu'il y a des choix importants, une opération à faire,
il est là aussi absolument nécessaire de d'abord se tourner vers les parents, de d'abord essayer de les mobiliser. Quelques petits repères par rapport à cette autorité parentale. Au niveau de son évolution, on sait qu'au départ, on a le pater familias, c'est lui qui gère la famille, en ce compris la mère et enfants sont sous son autorité. Avec le code civil, on va avoir un des deux parents qui va remporter la mise lorsqu'il y a divorce, puisque en réalité, si les parents se séparent, un des deux, généralement la mère, va garder la main mise sur les enfants en obtenant ce qu'on appelait le droit de garde, et l'autre parent n'avait qu'un droit de visite. Mais le droit de garde, c'est pas un droit de garde matériel, ça impliquait ce qu'aujourd'hui nous appellerions l'hébergement principal et l'autorité parentale, et l'autre parent était relégué un petit peu à simplement un rôle pour accueillir les enfants dans des délais plus ou moins longs. Ce système a perduré pendant tout un temps. Évidemment, à une époque où, au départ, le divorce est quand même peu présent et le mariage est une vraie institution qui fonde la famille. Il faudra donc attendre 1995 pour qu'on ait une loi qui définisse l'autorité parentale partagée. Alors, l'autorité parentale partagée, elle établit une autre règle puisque, en gros, lorsque les parents sont ensemble, ils exercent l'autorité parentale, ils communiquent, ils voient quelles sont les décisions à prendre. Lorsqu'ils sont séparés, eh bien, même si le couple conjugal s'est dissous, l'équipe parentale demeure. Et donc, cela veut dire que les deux parents doivent continuer à se concerter pour toutes les décisions importantes. Les petites décisions, à quelle heure tu vas dormir, ce que tu manges, ce que tu regardes à la télé, etc. Généralement, mais ça, chaque parent dans son temps d'hébergement gère cela comme il l'entend. Et il y a juste potentiellement un contrôle de l'autre parent si cette gestion du quotidien devait mettre en danger l'enfant, mais à défaut, c'est une zone un peu autonome de chaque parent. Par contre, toutes les décisions importantes, qu'elles soient au niveau des orientations religieuses ou philosophiques, qu'elles soient au niveau médical, au niveau scolaire évidemment, au niveau de loisirs, notamment de loisirs qui impacteraient le temps d'hébergement de l'autre parent, eh bien, ces décisions importantes doivent faire l'objet d'une concertation et d'un accord au niveau, entre les deux parents. Alors attention, est-ce que ça veut dire que tout parent qui se présenterait seul devrait systématiquement démontrer qu'il a l'accord de l'autre parent? Non, un parent est présumé avoir eu l'accord de l'autre et donc par rapport à un tiers, une école ou autre, le fait qu'il vienne et qu'il propose l'inscription de l'enfant peut être jugé comme suffisant. Sauf bien sûr si ce tiers, école, médecin ou autre, a des signes qui lui font dire que le parent qui vient exercer son autorité parentale pour une décision X ou Y n'a pas en fait communiqué avec l'autre parent. Papa ou une maman qui vient en disant voilà je voudrais changer mon enfant à l'école mais surtout n'en parlez pas au père, je vous donne pas son adresse, ou n'en parlez pas à la mère. Évidemment, le tiers qui reçoit ces informations ne serait plus de bonne foi et pourrait rappeler que l'autorité parentale, sauf à démontrer qu'une décision l'octroie de manière exclusive aux parents qui est devant, par exemple, ce directeur d'école, eh bien que cette autorité parentale est conjointe et que, puisque j'ai des signes que le choix fait par le parent devant ce directeur n'est peut-être pas un choix concerté, eh bien, il demanderait à ce parent alors de ramener la preuve de l'accord de l'autre parent. Et donc, important de comprendre ce concept d'autorité parentale. Qui plus est, petit à petit, dans le cadre de ces décisions, l'enfant va de plus en plus avoir son mot à dire, puisque nous avons vraiment un mouvement dans la deuxième moitié du XXe siècle pour faire passer l'enfant d'un objet de droit, un jeune à protéger, à un jeune qui est un adulte en devenir et qui va devoir petit à petit pouvoir exercer ses droits lui-même. On est des protections de la jeunesse, le jeune a, dans la partie tribunal de la jeunesse, et donc au service de protection de la jeunesse, il a un avocat qui est présent, quel que soit son âge, lui-même sera présent en tant que jeune dès 12 ans pour participer au débat, donner son avis et faire appel.
au niveau du Conseil de l'aide à la jeunesse. Ce processus est un peu plus récent puisqu'il impose aux enfants un avocat pour les jeunes de 12 à 14 ans, mais le jeune peut recourir au service d'un avocat et exercer des droits lui-même, notamment signer l'accord dès qu'il a 12 ans. Il ne peut pas se voir imposer un accord-programme sans avoir été concerté et l'avoir signé dès qu'il a 12 ans. Donc on voit que cet enfant s'invite au débat lui aussi. Si nous prenons la loi relative aux droits des patients, nous avons les mêmes esprits, les mêmes articles qui définissent que petit à petit, l'enfant va de lui-même pouvoir exercer notamment le libre choix du praticien qui va opérer par rapport à lui, que ce soit un thérapeute, un médecin ou autre. Donc on sent cette volonté que l'enfant puisse s'inviter au débat, ce qui évidemment complexifie les choses, même si c'est un bien. Alors, qui dit répartition de l'autorité parentale implique automatiquement qu'il y ait un tiers qui puisse intervenir en cas de non-accord entre les parents. Si un père veut une école A, une mère une école B, si un père veut que tel processus, par exemple, thérapeutique soit mis en place et que la mère s'y oppose en disant que tous les psychologues ne sont que des neuneux qui n'apportent rien, il faut bien, si on veut éviter le coup de force, qu'un tiers puisse trancher, et c'est le rôle, à titre principal, du tribunal de la famille, qui est le juge naturel qui va gérer les différends entre les parents. Les différends par rapport à l'hébergement, bien sûr, mais aussi par rapport à l'autorité parentale lorsqu'il y a un désaccord. Dans certains cas extrêmes, ce juge pourra attribuer une autorité parentale exclusive à l'un des deux parents. Ce juge traitera aussi des aliments, c'est-à-dire des dépenses nécessaires pour éduquer et faire grandir un enfant. Alors c'est important de parler de ce tribunal de la famille. Pourquoi ? Parce que bien souvent nous avons des situations qui reviennent vers soit directement vers le SAJ, ou soit vers des avocats, de parents qui sont en total désaccord, qui ont un conflit civil important par rapport à leur enfant, suite à une séparation qui n'est pas facilement gérée, et qui voudraient que ce dossier, du coup, ne relève pas du tribunal de la famille, mais bien d'une autre ligne de protection, parce que l'enfant serait en difficulté ou en danger, et bien généralement, c'est à cause de l'autre parent et pas à cause de soi, et c'est d'ailleurs pour ça que l'on vient voir quelqu'un. Or, il faut savoir qu'un certain nombre de ces dossiers, même un nombre extrêmement important, en réalité, est un conflit relatif à l'autorité parentale et que donc un renvoi vers le tribunal de la famille s'impose. Alors dans les vignettes, mais nous ne le développerons pas ici parce que c'est quand même assez complexe, retenez que le législateur a, lors de la réforme instituant le tribunal de la famille, introduit deux articles dans la loi du 8 avril 1965, les articles 7 et 7 bis, qui sont des articles qui, dans certains cas, donnent au juge de la jeunesse une compétence de type civil. Alors, le législateur a été assez clair pour serrer cela. Donc, clairement, le législateur nous dit le juge de la jeunesse n'est pas le juge naturel du conflit au niveau de l'autorité parentale, mais dans certains cas, alors que la situation relève déjà notamment de la protection de la jeunesse, il est parfois utile que le même juge qui a le regard protectionnel puisse aussi imposer des mesures de type civil. La manière dont ces articles ont été rédigés pose encore certaines questions. Jusqu'à présent, la Cour de cassation a souvent botté en touche par rapport aux différents praticiens qui l'ont interpellé, mais il n'en demeure pas moins que c'est un élément important et que donc, notamment lors des audiences publiques, par exemple de reconduction annuelle des mesures contraignantes, il est possible de demander au tribunal de la jeunesse d'acter, par exemple, une évolution dans l'hébergement ou d'autres éléments. Alors attention, le juge de la jeunesse n'interviendra pas pour tous les éléments relatifs à la gestion de l'enfant,
toute la question des aliments continue à demeurer au niveau du tribunal de la famille. C'est pour ça que, je vous dis, c'est une matière complexe et qui mériterait, je m'y attarderai peut-être un peu plus tard, une capsule pour elle seule. Alors, deuxième niveau de protection, c'est ce qu'on appelle l'aide sociale générale. Alors, comme son nom l'indique, dans les caractéristiques de cette aide, il y a le fait qu'elle s'adresse à tous les enfants. Il ne faut pas une situation de difficulté ou de danger pour recourir à ces moyens. C'est une aide qui découle, nous l'avons dit, de ce contrat entre la société et les familles qui fait que c'est aux familles de gérer, de faire évoluer, d'éduquer leur enfant et que l'État doit contribuer en mettant des moyens favorisant le travail des familles au niveau notamment éducatif, mais d'entretien et de faire grandir les enfants qui font partie de cette famille. Donc ça c'est d'une aide qui est générale. Alors qu'est-ce que l'on va retrouver? On va retrouver tout ce qui est de l'ordre, par exemple de l'ONE, des CPMS au niveau scolaire. On va retrouver aussi des aides au niveau du CPS. On va retrouver des aides plus ciblées, par exemple des maisons de jeunes. Alors la question se pose au niveau des AMO, des aides en milieu ouvert. Certains disant qu'elles se retrouvent au niveau déjà de l'aide à la jeunesse. D'autres soulignant que le caractère non mandaté de ces intervenants les rangerait plutôt au niveau de l'aide sociale générale. Vous allez trouver SOS Enfants, vous allez trouver donc une série de services, une série de prestations qui peuvent être offertes aux parents parce qu'ils sont parents ou à l'enfant parce qu'il est enfant et qu'ils ne justifient pas que pour être mis en œuvre, ce soit le fruit d'une décision de quelqu'un, à savoir un conseiller de l'aide à la jeunesse ou un directeur ou un juge de l'aide à la jeunesse. Donc ce sont des services que l'on peut directement aller mobiliser. C'est une aide qui se veut aussi préventive, on l'a dit, il ne faut pas qu'il y ait un état de danger ou de difficulté pour qu'on ait recours à l'ensemble de cette aide, à une école des devoirs, à une maison de jeunes, à un autre service qui soutient la famille dans tel ou tel élément, l'ONE par exemple, au niveau des soins, etc. Alors, dernier point, c'est évidemment une aide volontaire. Même ça peut paraître étonnant, mais les parties peuvent refuser. Ils ne peuvent pas être contraints à prendre cette aide. C'est quelque chose qui leur est proposé, offert. Et puis, chaque famille fait comme il l'entend par rapport à celle-ci. Au niveau de l'aide et de la protection de la jeunesse, ce niveau donc est vraiment juste au-dessus, quasi lié au niveau famille, au premier niveau de protection, est donc un niveau qui est mobilisé par la famille. Et à ce titre, il doit être extrêmement attentif si à un moment donné des niveaux supérieurs, le niveau de l'aide à la jeunesse ou le niveau de la protection de la jeunesse sont mis en œuvre, eh bien, ces services doivent faire très attention, ces services de première ligne doivent faire très attention aux informations qu'ils vont donner à ces autres intervenants, car ils sont soumis au secret professionnel et ils le sont dans le cadre d'un mandat qui leur est donné par les familles ou bien par le jeune. Et donc, alors, il faudra serrer à chaque fois en quoi il y a secret professionnel ou pas, mais c'est un point important. Si par exemple une famille a le suivi d'un service dans son quartier qui aide les familles et que ce service suit la famille depuis un certain temps, puis il se fait que pour différentes raisons ce dossier en urgence passe au tribunal de la jeunesse, est-ce que une déléguée du tribunal ou est-ce que le juge pourrait demander carrément à ce service de venir faire rapport dans le cadre d'une audience de cabinet? Selon nous, ce n'est pas le cas. En réalité, s'ils sont présents pour accompagner la famille, c'est à la demande de la famille et ce qu'ils pourraient livrer ne serait que ce que la famille leur permet de dire. À défaut, ils sont tenus au secret professionnel, sauf, bien sûr, article 458 bis du Code pénal, si ils devaient ne pas pouvoir, par leur intervention, faire cesser une mise en danger grave et actuelle de l'enfant, et que du coup, ils ont une possibilité de parler, d'écrire au procureur du roi pour dire qu'ils suivent une famille depuis un certain temps et que la situation a évolué et qu'ils sont extrêmement inquiets
par rapport aux enfants pour telle ou telle raison. Dans ce cas-là, ils sont autorisés à parler. Mais pour le reste, attention, ce niveau de l'aide sociale générale est un niveau au service des parents, et chaque fois que nous sommes dans des conditions promotrices du secret professionnel, ils sont tenus à ce secret. Ils ne pourront parler avec d'autres intervenants relevant des autres niveaux de protection que pour autant qu'ils y aient été autorisés, dans certains cas par la loi, à défaut par ceux qui bénéficient de leur aide, la famille dans son entièreté, l'un ou l'autre parent, des parents qui pourront alors leur demander, par exemple, de les accompagner devant un conseiller ou un directeur de l'aide à la jeunesse. Alors peut-être pour aider à structurer et par conséquent renforcer des synergies qui vont permettre de mieux aider les familles, l'on a en aide et protection de la jeunesse développé tout un système de prévention qui se trouve relayé à différents niveaux, d'un niveau local à un niveau qui monte à un niveau communautaire, et dont l'objectif, mais comme on l'a souligné, c'est de mettre en lien tous ces acteurs de l'aide sociale générale, de la prévention, de leur permettre du coup de créer des synergies entre eux, mais aussi de repérer si dans tel ou tel secteur, dans telle ou telle région, il y aurait, enfin tel ou tel quartier, commune ou partie de la communauté, province, il y aurait des manques au niveau de cette aide sociale générale qui justifieraient que des moyens soient attribués pour que d'autres services de prévention puissent être créés et soutenir les familles. Alors, comment comprendre la logique de ces interventions et de ces politiques préventives? Mais de nouveau, simplement par la structure pyramidale que nous avons donnée à cette aide. Puisque nous sommes à un deuxième niveau, mais quand même assez proche des familles, eh bien, c'est d'abord ce niveau-là qui doit être alimenté de manière générale, volontaire et préventive, pouvoir soutenir les familles dans leur mission. Et donc, on pourrait imaginer qu'à ce titre, plutôt que de simplement dire « Ah tiens, il y a des difficultés avec des jeunes qui sont en décrochage scolaire ou autre », on pointe que dans cet endroit, dans ce quartier, dans cette ville, il y aurait nécessité peut-être de mettre des centres d'accrochage scolaire ou des écoles de devoirs ou un soutien spécifique à la parentalité qui permettrait par ce biais-là de bien rester au niveau de la famille et de pouvoir endiguer de futurs problèmes par une action préventive. Après avoir vu le socle de la pyramide, la famille, vu que celle-ci, lorsqu'il y avait des différences sur l'autorité parentale, pouvait aller trouver une réponse, une solution à ce différend au niveau du tribunal de la famille et donc de la justice civile, vu que cette famille pouvait être aussi aidée par toute une série d'acteurs de l'aide sociale générale, notamment dans le cadre de politiques de prévention, nous arrivons à ce que l'on pourrait appeler l'aide et la protection de la jeunesse au sens strict, en tout cas au niveau des services. Et le troisième niveau, c'est celui de l'aide à la jeunesse, dans lequel nous allons avoir comme institution le service d'aide à la jeunesse et comme acteur principal le conseiller de l'aide à la jeunesse. Alors, par arrondissement, nous avons un conseiller et des conseillers adjoints qui sont épaulés de délégués de l'aide à la jeunesse et qui vont pouvoir mobiliser des services spécialisés. Cela est vu dans d'autres capsules vidéo, soit destinées au grand public, soit qui interviendront à un moment pour les spécialistes de l'aide et de la protection de la jeunesse. Donc, dans ce niveau-là, on n'est pas dans une intervention de type général ou préventif. Nous sommes dans le cadre d'une intervention du conseiller de l'aide à la jeunesse pour des situations étiquetées comme situations de difficulté ou de danger et qui justifieraient qu'un programme d'aide mobilisant des services particuliers doivent être mis en place.
Et donc c'est pourquoi, en réalité, l'une des premières missions du conseiller de l'aide à la jeunesse et de son service, c'est de vérifier si la situation dont on lui fait le signalement, soit en direct par l'un ou l'autre des parents, soit par un jeune lui-même qui se présente au service d'aide à la jeunesse, soit via la police, un médecin, des voisins, si cette situation relève bien de son niveau d'intervention, de son niveau de protection. Et beaucoup de ces dossiers vont être renvoyés soit en demandant aux parents d'aller saisir les instances civiles, soit en mobilisant des services de l'aide sociale générale. Mais voilà, il y a des situations qui, effectivement, relèvent du service de l'aide à la jeunesse. Rapidement, donc, quelles sont les caractéristiques de cette aide? Eh bien, donc, il ne s'agit plus d'une aide générale, mais d'une aide qui est spécifique parce qu'elle s'adresse à certains jeunes et certains parents. On l'a dit, des jeunes et des parents qui sont en difficulté, des jeunes qui sont en danger. Cette aide est aussi complémentaire et supplétive, ça c'est l'effet de pyramide que nous avons déjà évoqué. Elle ne se met en route que pour autant que les niveaux d'aide et protection inférieurs n'aient pas pu être mobilisés. D'où cette idée de renvoi d'un certain nombre de dossiers vers les instances, notamment l'aide sociale générale. Et puis, dernière caractéristique fondamentale, nous sommes toujours dans le cadre d'une aide qui est volontaire. Donc, cette aide qui met des services en action qui sont des services mandatés, spécifiques, soit qui vont travailler en famille avec le jeune, soit dans certains cas plus exceptionnels, qui vont travailler avec un jeune qui doit être, pour un temps aussi court que possible, éloigné de sa famille. Donc ces services n'interviennent que sur base d'accord. S'il n'y a pas d'accord, eh bien l'aide ne peut pas volontaire, ne peut pas se mettre en œuvre, l'aide à la jeunesse ne peut pas être mise en œuvre. S'il y a eu accord, mais que peu de temps après il n'y a plus d'accord, mais de nouveau c'est un frein à ce que l'aide à la jeunesse puisse continuer, et soit lors d'une nouvelle formalisation dans le bureau du conseiller ou de la conseillère, il y aura un nouvel accord qui va être défini, soit l'aide n'est plus voulue et le service d'aide à la jeunesse aura soit le choix de clôturer son dossier, soit de renvoyer son dossier vers la protection de la jeunesse qui, elle, peut imposer des mesures, et il ne pourra le faire que s'il estime qu'on ne peut pas clôturer simplement ce dossier parce que l'enfant demeure en danger grave et présent, et que par conséquent, il y a lieu que des mesures plus, entre guillemets, coercitives qui s'imposent aux parents et aux jeunes puissent être prises par un autre niveau de protection. Et nous arrivons donc à la pointe de la pyramide, l'endroit où, entre guillemets, on ne voudrait pas aboutir, on ne devrait pas aboutir normalement, et l'endroit où on devrait rester le moins longtemps possible. Dès que la possibilité de redescendre dans l'aide volontaire, soit d'avoir mobilisé suffisamment de moyens et d'acteurs de l'aide sociale générale autour des familles, fait que la situation de difficulté ou de danger a disparu, eh bien évidemment, on doit descendre dans les niveaux de protection et revenir à la famille. Alors, tout comme au niveau de l'aide à la jeunesse, nous avions un service bien identifié et un acteur principal, le service d'aide à la jeunesse, l'acteur principal, le conseiller avec les délégués autour, et puis les services mandatés. Au niveau de la protection de la jeunesse, nous avons aussi un certain nombre d'acteurs principaux. Alors, l'acteur principal auquel on pense, c'est le tribunal de la jeunesse, bien sûr, mais il faut savoir que le rôle de ce tribunal de la jeunesse en Wallonie ou à Bruxelles est différent, et cela en vertu de la communautarisation de l'aide et de la protection de la jeunesse. Je vous invite à voir la capsule vidéo qui explique pourquoi nous avons des règles différentes selon que nous soyons à Bruxelles, en communauté française, région wallonne, ou en région germanophone, ou bien en Flandre, avec du coup des acteurs différents. Alors si on est à Bruxelles, que ce soit pour le mineur en danger ou le mineur délinquant, c'est le juge de la jeunesse qui va recevoir le dossier qui lui est transmis via le procureur du roi, et ce juge de la jeunesse va alors directement définir si oui ou non
il y a lieu de passer aux mesures contraignantes et définir les mesures contraignantes elles-mêmes. Il reste l'acteur principal, l'interlocuteur principal par rapport aux familles qui sont amenées devant lui. Si nous sommes par contre en Wallonie, dans la Communauté française région wallonne, là, nous avons aussi le tribunal de la jeunesse pour le mineur en conflit avec la loi et pour le mineur en danger, mais si le juge de la jeunesse demeure totalement compétent pour le mineur en conflit avec la loi, par contre, il y a une répartition des tâches au niveau du mineur en danger. Le rôle du tribunal de la jeunesse, c'est de vérifier si le recours à la contrainte est obligatoire et ensuite de fixer un cadre d'intervention pour des mesures en famille ou des mesures qui éloignent le jeune de la famille. Par contre, la mise en application, la mise en œuvre et donc le choix définitif du type de service et d'intervention appartient à un autre acteur, le directeur de la protection de la jeunesse, qui est donc à la tête du service des délégués de la protection de la jeunesse, et donc qui va lui ensuite recevoir de manière fréquente les parties dans le délai d'1 an que le cadre du juge lui laisse, de manière à essayer de faire évoluer la situation. Mais tout cela est mieux expliqué, notamment dans les vidéos grand public sur le parcours d'un jeune mineur délinquant, mineur en danger en Wallonie ou à Bruxelles. Alors, les caractéristiques de cette pointe de la pyramide qu'est la protection de la jeunesse sont d'être spécialisée, donc tout comme l'aide à la jeunesse, elle recourt à des moyens spécifiques, à des services spécifiques qui sont mandatés par le tribunal de la jeunesse, mandatés par le directeur de l'aide à la jeunesse en Wallonie. Deuxième catégorie, évidemment, elle est plutôt de type curatif. C'est bien parce qu'il y a une situation ici de danger ou des délits dont le jeune est suspecté, qui permettent que cette intervention puisse avoir lieu. Et puis, troisième élément qui distingue de manière radicale la protection de la jeunesse des autres niveaux d'aide, c'est bien sûr le caractère contraignant. Lorsque l'on est dans les conditions pour être devant le tribunal de la jeunesse, les mesures qui seront prises à Bruxelles par le juge, en Wallonie par le juge et le directeur de l'aide à la jeunesse s'imposent à la famille, aux parents et aux jeunes. S'il y a un placement, eh bien, le dimanche soir, l'enfant, s'il doit retourner en institution, il doit retourner en institution. Si des conditions au maintien en famille sont fixées, si elles ne sont pas respectées, elles peuvent entraîner une modification des mesures et pourquoi pas, dans certains cas, hélas, un éloignement du mineur. Donc, on a là, bien sûr, une notion de contrainte et je vous renvoie à ce qui avait été dit donc sur l'autorité parentale. C'est à ce niveau, du coup, de protection que on peut, dans certains cas, aller à l'encontre des décisions prises par les parents dans le cadre de leur autorité parentale. Voilà, ça nous fait un certain nombre d'informations, mais je pense que c'est utile. On va peut-être les reprendre rapidement dans le cadre de schéma. Donc cette pyramide avec les différents niveaux d'aide, vous l'avez déjà vu, mais donc on peut y mettre, y classer les mineurs. Hein, donc vous avez vu que tous les mineurs sont visibles évidemment quand ils sont en famille, tous les mineurs bien sûr lorsque l'on est dans l'aide sociale et quand ça les concerne dans le cas de l'intervention du tribunal de la famille. Nous retrouvons au niveau du conseiller de l'aide à la jeunesse et donc de l'aide à la jeunesse uniquement les mineurs en danger. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un mineur délinquant ne pourrait pas relever du service d'aide à la jeunesse? Si, mais pas pour la question d'une réponse aux actes délictueux posés. Simplement, on pourrait imaginer que le jeune participe avec d'autres à un délit, à une rixe avec des coups et blessures, et que l'intervention de la police et puis des auditions, etc., donnent des informations au procureur du roi qui montrent qu'il y a un problème avec ce jeune, décrochage scolaire, difficultés en famille, etc., et que donc cette situation pourrait faire l'objet d'un renvoi devant le conseiller de l'aide à la jeunesse. Eh bien, le procureur du roi alors fera un signalement au service d'aide à la jeunesse qui va investiguer, recevoir la famille et les jeunes et, le cas échéant, peut-être qui mettra en œuvre un programme d'aide pour soutenir ce jeune,
programme d'aide qui aura pour effet indirect, on l'espère évidemment, que ce jeune ne commette plus de délit. Mais ce ne sera pas devant le conseiller de l'aide à la jeunesse que l'on traitera de ce que ce jeune a ou pas, par exemple ici, comme je l'expliquais, été dans le cadre de cette dispute devant, par exemple, devant l'école ou ailleurs, qu'importe. La réponse à l'acte délinquant lui-même est portée devant une autre instance, et cette autre instance, c'est la protection de la jeunesse devant le tribunal de la jeunesse. Le tribunal de la jeunesse et le directeur, l'on va retrouver tous les mineurs qui sont poursuivis pour avoir commis un délit, les mineurs en conflit avec la loi, et on va retrouver les situations des mineurs en danger pour lequel le recours à la contrainte est hélas nécessaire, autrement dit pour lequel la mobilisation d'une aide volontaire n'a pas été possible. Alors, dans une autre vignette, vous voyez que l'on répartit ici les différents acteurs en fonction des différents niveaux de cette pyramide. Ça vous permet de pouvoir mieux et plus rapidement voir ce qui en est, avec évidemment les caractéristiques liées à chacun de ces niveaux d'intervention. Voilà, cette capsule vidéo était assez longue, mais importante. Alors, au fond, on pourrait se dire, mais pourquoi? Quel est l'intérêt de savoir tout ça? Je l'ai déjà un petit peu expliqué au début, mais souvent, j'utilise lors de formation l'exercice de la métaphore du jeu d'échecs, où j'essaye de réfléchir avec les participants sur base d'une idée peut-être un peu saugrenue, de dire, et si au fond, tous les acteurs de l'aide et la protection de la jeunesse, ou les participants à l'aide et la protection de l'aide et la jeunesse, étaient des pièces d'un jeu d'échecs. Eh bien, si on devait faire un petit travail d'introspection, réfléchissons à qui est-ce qu'on mettrait où. Le jeune, c'est un roi et c'est un pion, les parents. Proche, loin de la pièce attribuée à l'enfant, peut-être même dans les pièces adverses, et puis moi, dans mon rôle d'avocat, de juge, de conseiller, d'intervenant psychosocial, etc., où est-ce que je me situerais? Et évidemment, c'est quelque chose de fondamental parce que d'abord, ça nous permet de comprendre que nous avons chacun un peu notre carte du monde, notre vision de l'aide et de la protection de la jeunesse, et que si je m'attends à ce que tel autre interlocuteur soit dans un rôle, une fonction dans laquelle lui ne se voit pas, ben, ça risque d'être problématique. De même que si on a l'impression que dans un niveau qui doit normalement rester au niveau de l'aide volontaire, il y a même parfois de manière larvée de la contrainte, c'est quelque chose qui peut devenir problématique. À l'inverse, lorsqu'on se trouve devant le tribunal de la jeunesse, c'est pour s'entendre dire que si on va écouter les parties, le rôle du juge, ce sera de trancher, ce sera de juger, et non pas de dire je ne juge pas. Mais bien sûr, c'est le rôle d'un magistrat. Donc, il y a toute une série de règles, explicites ou implicites, qui sont fondamentales, et il me semble que cette capsule vidéo, notamment pour des personnes un petit peu moins initiées, aguerries au secteur de l'aide et de la protection de la jeunesse, est vraiment utile, de manière à pouvoir leur comprendre quelles sont un petit peu les règles générales du jeu et comment faire en sorte que toutes les pièces sur l'échiquier puissent bien fonctionner et que du coup, si la protection, le jeu autour de l'enfant, évidemment le terme jeu entre guillemets, c'est une métaphore bien sûr, eh bien puisse bien fonctionner. Et pour moi, ce n'est possible que si il y a un respect pour les fonctions des uns et des autres et que chacun du coup voit la pertinence de l'ensemble des acteurs qui se retrouvent au niveau de cet échiquier. Et les premiers par rapport auxquels, c'est vraiment une conviction avec mes années de pratique, les premiers par rapport auxquels il faut témoigner de respect et d'écoute, c'est bien sûr les usagers eux-mêmes, à savoir le jeune et ses parents, qui peuvent parfois être totalement insupportables, nous amener à vouloir fermer nos oreilles, détourner le regard. Il n'en demeure pas moins que ce que nous dit notre arsenal législatif, je le répète, au niveau national ou international, c'est qu'ils sont les pièces maîtresses de ce jeu et que donc il faut essayer de travailler avec eux. Travailler avec eux, ça ne veut pas dire tout accepter, ça ne veut pas dire que l'on met l'enfant ou on laisse l'enfant dans une situation de danger, mais même dans les situations les plus délétères et les plus dures, il y a quand même toujours moyen, me semble-t-il, d'aller chercher qui le parent, qui le jeune, dans ce qu'il a et qui peut être mis en avant, mis en exergue et donc bonifié.
Voilà, ceci clôture cette capsule vidéo. Je vous remercie pour cette longue écoute et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous m'avez écouté.